Oui, bonjour. Je me présente, je suis Elias Sama, PH à l'HEGP en gastro. Donc, je vais vous parler un peu de la sémiologie pancréatique, du pancréas, en donc, se focalisant un peu sur un petit peu des rappels anatomiques. Ensuite, on parlera de la pancréatite aiguë, la pancréatite chronique et un petit peu du cancer du pancréas. Donc, un petit rappel anatomique, je crois que vous avez déjà eu ça. Donc, la glande pancréatique se situe dans donc, le rétropéritoine, au niveau du cadre duodénal, entre d'un côté donc le duodénum, je sais pas si, donc le duodénum, l'estomac qui est en haut à gauche, la rate au niveau de la queue du pancréas, voilà, et en avant de l'aorte et de la veine cave inférieure. Donc, les rapports avec les structures adjacentes du pancréas sont très importants parce qu'il y a pas mal de sémiologie qui pourrait être expliquée par ces rapports anatomiques, notamment quand vous regardez la voie biliaire principale, donc vous avez la vésicule biliaire, la voie biliaire principale, donc le canal hépatique, et ensuite le cholédoque qui va s'aboucher au niveau de la papille duodénale, qui passe dans cette zone dans la tête du pancréas, juste derrière, mais à l'intérieur de la tête, et qui s'abouche avec le virsung, le canal pancréatique principal, au niveau de l'ampoule de Vater. Donc ça, c'est une notion importante, vous allez voir pour la suite. Ensuite, vous avez également le rapport avec donc, le duodénum, le cadre duodénal, le bulbe, donc D1, D2, D3, D4 et l'angle de Treitz. Et puis aussi avec les vaisseaux, les structures vasculaires, donc la veine cave inférieure, l'aorte, la veine porte qui est derrière, donc on ne voit pas bien ici, mais qui est juste derrière la tête du pancréas et qui remonte, donc la veine mésentérique supérieure et ensuite qui se prolonge par la veine porte. Et tout ça, donc vous allez voir les conséquences de ces rapports anatomiques par la suite. Alors, comme objectif, on va parler, il y a deux pathologies essentielles que vous devez connaître dans le pancréas. Il y a les pathologies inflammatoires, donc bénignes, qui sont les pancréatites aiguës et les pancréatites chroniques, donc les plus fréquentes. Et puis les pathologies tumorales, que ce soit des tumeurs bénignes ou malignes, notamment l'adénocarcinome, donc la tumeur du pancréas maligne la plus fréquente. Et donc, on va parler un peu des douleurs de type pancréatique, les douleurs du pancréas, comment évoquer ou comment savoir que c'est une douleur d'origine pancréatique, quels sont les examens biologiques à faire quand on suspecte une pathologie du pancréas, quels sont les examens morphologiques, et puis un petit peu, on parlera de l'insuffisance pancréatique exocrine et ses conséquences. Donc, il faut savoir que les affections pancréatiques peuvent souvent rester silencieuses pendant longtemps. Pourquoi? Parce que le pancréas lui-même n'est pas innervé et pour qu'il y ait des douleurs des douleurs d'origine pancréatique, il faut que les structures nerveuses adjacentes soient touchées, notamment le plexus solaire ou cœliaque qui se trouve juste au niveau du tronc cœliaque que je ne vous ai pas montré mais qui est là. Et donc il faudrait que déjà qu'il y ait une atteinte de cette zone pour qu'on puisse sentir des douleurs éventuellement d'origine pancréatique. Ou alors d'autres types de douleurs, comme on va voir tout à l'heure, s'il y a des conséquences sur les autres structures adjacentes. Donc ces affections pancréatiques peuvent se révéler souvent par des douleurs ou par des signes généraux, notamment l'amaigrissement, des signes qui sont liés à un retentissement sur les organes de voisinage, comme on vient de le dire, par exemple l'ictère, s'il y a une compression de la voie biliaire principale, on verra ça tout à l'heure, ou alors une insuffisance de fonctionnement d'organes. Et comme vous savez, le pancréas, il a deux fonctions. Une fonction exocrine, donc, qui va donc aider à la digestion, c'est la fonction sécrétrice exocrine pancréatique, ou une fonction endocrine, notamment donc la sécrétion d'insuline, et donc ça peut avoir une conséquence, donc le diabète.
Alors, quels peuvent être les signes fonctionnels dans ce cas-là? La première chose à connaître, c'est la douleur de type pancréatique. Alors, ça, c'est le symptôme le plus fréquent, que ce soit des pathologies bénignes ou malignes. Et une douleur typique pancréatique, en fait, comment on la reconnaît? Alors, il y a plusieurs critères. Souvent, elles sont pas toutes, ils ne sont pas tous présents. Mais quand vous avez des douleurs de localisation épigastrique, donc à ce niveau-là, qui peuvent irradier en postérieur et surtout en transfixiant, donc soit directement ou parfois en hémiceinture, on appelle ça en hémiceinture, donc ça irradie dans les hypochondres, droit ou gauche. Le début en général est rapidement progressif si on parle d'une douleur par exemple de pancréatite, quand c'est une inflammation. L'intensité est souvent très forte. Parfois, on peut avoir une simple gêne ou une pesanteur, mais souvent, quand c'est des maladies inflammatoires, enfin une inflammation, c'est une intensité très forte. Et puis, la durée et le rythme de cette douleur peut être, dans les cas de pancréatite aiguë, une évolution continue. Donc, la douleur commence brutalement et elle continue sur plusieurs jours sans arrêt. Ou alors, on peut avoir des douleurs par crise récidivantes, comme dans le cas des pancréatites chroniques, où là, on peut avoir des petites poussées récurrentes de douleur. Il y a aussi des facteurs déclenchants ou aggravant cette douleur, notamment la prise alimentaire. Pourquoi? Parce qu'au moment de la prise alimentaire, donc il y a toutes les hormones, donc dont la cholestérokinine et les autres, qui vont stimuler la sécrétion pancréatique. Et quand on a un problème, que ce soit obstructif ou inflammatoire au niveau du pancréas, ben cette stimulation de la fonction pancréatique fait qu'on va sentir plus cette douleur parce que le pancréas va être plus stimulé. Et comme il est atteint, on va avoir cette douleur qui est justement aggravée, déclenchée par cette prise alimentaire. Notamment quand c'est des repas riches en graisse. Pourquoi? Parce que une des fonctions du pancréas, c'est donc la digestion des graisses avec la sécrétion de lipase et ou alcool. Quels sont les facteurs de soulagement de cette douleur? Souvent, c'est l'antéflexion du tronc en position, on appelle ça en chien de fusil. Parfois la prise d'ANS, notamment l'aspirine. Et puis, il peut y avoir d'autres symptômes associés à cette douleur, des nausées, mais qui ne sont pas spécifiques du tout, qui peuvent être présents aussi dans d'autres pathologies. Donc, nausées, vomissements, parfois intolérance alimentaire complète. Alors, comment expliquer cette douleur? Notamment dans les douleurs de pancréatite chronique, on va voir ça tout à l'heure, je vous ai dit, les douleurs sont souvent causées par des obstructions au niveau du canal pancréatique, le Wirsung, par des calculs. Donc c'est une maladie qui touche le pancréas, qui va donner une fibrose avec des calcifications du pancréas, et ces calculs peuvent boucher le canal et être responsable d'une hyperpression au niveau du canal, ce qui va déclencher une inflammation et des douleurs par la suite. Alors, ça, c'est donc une pathologie qui est plutôt d'évolution chronique, qui parfois, avec les années, tend à diminuer progressivement, voire à disparaître, parce qu'au fil des années, avec cette maladie, le pancréas, il tend à s'atrophier. Et puis, il y a aussi les cancers du pancréas, donc notamment les tumeurs malignes. Et dans ce cas-là, la douleur peut être expliquée par une extension locorégionale, notamment postérieure, comme je vous ai montré au niveau du plexus cœliaque à ce niveau. Ici, qui peut révéler ces douleurs-là, et c'est des douleurs qui sont de type donc neurologique et qui donnent ces douleurs typiques de pancréas avec transfixiante, irradiant en hémiceinture. Alors, le deuxième signe fonctionnel, l'amaigrissement, est souvent fréquent, multifactoriel. Alors ça peut être vu soit lors des pancréatites, donc bénignes, ou dans le cas des tumeurs pancréatiques. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une restriction alimentaire qui est parfois volontaire parce que c'est des douleurs qui sont induites par les aliments. Donc, la première question à poser aux patients, c'est est-ce que quand vous mangez, vous avez mal? Et ça, c'est vraiment un argument fort en faveur d'une cause pancréatique. Donc les patients, ils ne vont plus manger parce qu'ils ont mal à chaque fois. Mais aussi, il peut y avoir aussi un mécanisme par maldigestion. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème d'insuffisance exocrine pancréatique, donc il n'y a plus de sécrétion de lipase, il y a une maldigestion qui va aboutir à une malabsorption, et donc il y aura moins d'absorption de graisse.
Il peut avoir également un problème endocrine, donc s'il y a un diabète induit lié à cette atrophie pancréatique, peut donner un amaigrissement. Et puis, la tumeur elle-même, les cancers du pancréas, elle-même donne cette altération d'état général, un amaigrissement, mais qui est plutôt lié à la tumeur, comme dans tous les cancers d'ailleurs. Troisième signe, c'est la stéatorée. Alors, la stéatorée, il faut savoir que souvent, elle est accompagnée donc d'une diarrhée chronique. Et quand on parle de diarrhée chronique, c'est quand on a un poids de sel de plus de 300 grammes par jour. Et souvent, c'est des selles liquides ou très molles, pâteuses parfois, graisseuses, nauséabondes, grisâtres. Il faut savoir qu'il faut avoir plus de 90% d'atteinte de la production de lipase pour avoir cette stéatorée et cette maldigestion. Donc tant qu'on a un parenchyme pancréatique qui fonctionne à 40, 50, même 20%, on peut ne pas avoir ce signe. Donc ça veut dire que les patients qui ont cette stéatorée et cette maldigestion ont déjà une atteinte très sévère, très évoluée de leur pancréas. Et c'est pour ça que tous les patients qui ont une pancréatite chronique n'ont pas forcément ce symptôme. Donc c'est lié à un défaut d'absorption des graisses et il est uniquement présent en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, comme je l'ai dit, avancée. Donc pour parler un peu de cette insuffisance pancréatique exocrine, comme je vous ai dit, elle n'apparaît que s'il y a 10% de sécrétion pancréatique qui reste. Ça donne une maldigestion, donc les graisses ne sont pas fragmentées, ne sont pas digérées, et donc elles sont mal absorbées. C'est différent, il faut distinguer entre malabsorption et maldigestion, puisque on peut avoir un problème de malabsorption directe. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cours sur les maladies cœliaques, où on a une atrophie villositaire. Vous l'avez déjà eu? Pas encore? Bon, vous allez la voir. Quand il y a une atrophie des villosités duodénales qui aboutit à une malabsorption directe, même si les aliments ont été digérés à l'avance, ça c'est un mécanisme différent de la maldigestion d'emblée, puisque là, c'est les aliments qui ne sont pas digérés. Et donc, même si les villosités duodénales sont normales, ils ne peuvent pas être absorbés parce qu'ils n'ont pas été scindés en peptides pour qu'ils puissent être absorbés par les cellules, par les entérocytes. Et donc ça aboutit, cette maldigestion va aboutir à une malabsorption, notamment des graisses, qui va donner cette stéatorée, donc la diarrhée graisseuse. Et on appelle stéatorée, on parle de stéatorée quand on a un poids de graisse de plus de 7 grammes par 24 heures. Ça, c'est les 300 grammes de poids de sel total pour parler d'une diarrhée chronique. Et là, c'est le poids des sels, de la graisse dans les selles. Évidemment, ça aboutit également à une dénutrition et aussi à une carence en vitamines liposolubles, puisqu'on ne peut plus absorber les graisses, on ne peut plus absorber ces vitamines qui sont absorbées normalement avec ces graisses. Et puis aussi, avec tout ce qui peut générer sur des troubles en termes de troubles fonctionnels digestifs, comme ballonnement, gaz, puisque comme les aliments vont rester dans le tube digestif et on va être excessivement fermentés par les bactéries intestinales, et donc ça donne des troubles de genre ballonnement et gaz. Maintenant, quels sont les signes physiques qu'on peut retrouver dans le cas d'une pathologie pancréatique? Le premier à connaître et à rechercher, c'est l'ictère. Pourquoi? Parce que comme je vous ai montré, le pancréas est en étroite relation avec la voie biliaire principale et donc qui sert, donc le cholédoque qui va servir à éliminer la bile produite dans le foie. Cet ictère est la conséquence d'une interruption de ce flux biliaire secondaire à cette pathologie pancréatique. Alors on parle d'ictère, l'ictère clinique, c'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses par accumulation de bilirubine au niveau de la peau, des muqueuses. Il faut qu'on ait un taux de bilirubine donc, qui soit supérieur. Normalement, le taux normal dans le sang est autour de 17 à 20 micromoles par litre. Mais en fait, l'ictère clinique, pour qu'il apparaisse, il faut qu'on ait des taux supérieurs à 3 fois la normale, environ autour de 50. Donc au début, on peut avoir ce qu'on appelle un subictère, c'est-à-dire juste un petit peu au niveau des conjonctives. C'est là où on peut le voir en premier, ou même sous la langue. Et ensuite, quand l'ictère est franc, quand on a un taux de bilirubine qui augmente encore plus, on a un ictère franc cutaneo-muqueux. Alors l'interruption du flux biliaire
comme je vous ai dit, qui peut être secondaire à une pathologie pancréatique. Ça peut être vu soit lors d'une pancréatite aiguë. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un calcul de la voie biliaire qui est obstructif au niveau de la voie biliaire et qui cause également une pancréatite parce qu'il bouche les deux canaux, puisqu'ils s'abouchent au même endroit. Ça peut être lors d'une pancréatite chronique parce que dans ce cas-là, il y a une fibrose qui s'installe dans le pancréas et cette fibrose va aboutir à une sténose du virsung, du canal pancréatique, mais également de la voie biliaire, et donc ça donne cette ictère, ou les cancers du pancréas, qui est l'exemple le plus marquant, puisqu'il y a la tumeur au niveau de la tête du pancréas qui va envahir la voie biliaire principale et donc donner cette ictère. Pourquoi il y a cette ictère? Parce que finalement, la bilirubine conjuguée au niveau du foie ne peut plus être sécrétée par la voie biliaire. Donc, elle s'accumule et finalement, elle va aller par voie sanguine vers les reins pour être sécrétée dans les urines. Ce qui va donner d'un côté les urines foncées, puisque la bilirubine, donc c'est un pigment qui est foncé, mais d'un autre côté, les sels, normalement, qui sont mélangés à la bile, puisqu'elle est normalement sécrétée dans les selles, et qui sont de couleur foncée. La couleur foncée des selles est liée uniquement à cette... c'est pas les aliments qui donnent cette couleur aux selles, c'est la bilirubine qui est mélangée aux aliments. Finalement, comme elle ne va plus être là, les selles vont être décolorées. Donc les patients vont avoir des selles blanches, puisqu'il n'y a plus de bilirubine dans le tube digestif, mais les urines, par contre, vont être très foncées, comme le thé. Et ça, c'est un signe très pathognomonique d'une pathologie pancréatique ou biliaire obstructive, qui est différent de l'ictère hémolytique, par exemple. Donc cette ictère, en même temps, il y aura des pigments biliaires qui vont se déposer dans les tissus, ce qui va, en plus de la couleur jaune, va donner le prurite, qui est un signe également très spécifique dans ce cas-là d'une pathologie obstructive pancréatique. Et quand c'est un ictère d'aggravation progressive, sans autre signe, ni douleur, ni fièvre, ni autre, il faut penser à un problème de cancer au niveau de la tête du pancréas qui est obstructif mais qui est progressif. Alors, cet ictère également peut être vu dans d'autres...